Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans un couloir lausannois, c'est-à-dire à Ouchy-Lausanne, un petit peu impersonnel, il faut bien le dire, rue du Liseron. Et c'est un homme tout à fait incroyable que nous allons rencontrer. Il s'appelle Claude de Sarzan, il est naturopathe et il fait du travail, énergéticien, etc. Mais sa vie, surtout, a été extraordinairement modifiée par son état de santé. Et il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Un homme au cœur de femme », don d'organes, leçon de vie, qui est paru aux éditions Favre et dont la préface est signée Alexandre Jolien. Donc, on est là, au plus haut niveau, je pourrais dire, de ce qu'est l'importance du cœur, du don d'organes, du partage et aussi de la réception, de la réceptivité des organes. Car c'est une vie en plus, il a vécu plus de 10 ans grâce à un organe qui a été prélevé. Il l'a su plus tard, par des circonstances assez étonnantes, prélevé sur une femme. Mais on va le rencontrer, Claude de Sarzan. C'est quelqu'un que je connais, j'ai déjà visité sa maison. C'est un appartement qu'on va visiter relativement peu. Je sonne à la porte parce que l'important, c'est ce livre incroyable qui est un livre, une sorte d'aveu de choses tout à fait importantes que l'on doit savoir. Claude de Sarzan, bonsoir. Bonsoir. Et comment allez-vous? Je sais que vous êtes traqueux, hein. Oui, je vais bien. Je suis traqueux, mais je vais bien. Ce que je dis pas, c'est que autrefois vous portiez un catogan, des cheveux très longs, plus beaucoup de cheveux sur la tête, mais autour quand même pas mal, et que vous êtes un chanteur, je dirais pas castré, mais en tout cas dont la carrière a été largement amputée, et que vous êtes un chanteur de tango malgré tout, et vous êtes un fou de l'Argentine et du tango. Alors, de temps en temps, oui, je me produis encore un peu, mais pour du plaisir. C'est en somme, je suis un chanteur frustré. J'aurais souhaité être chanteur d'opéra. Ah, quand même! Et oui, malgré tout. J'aurais souhaité être chanteur d'opéra, j'ai fait beaucoup de musique et de chant, j'ai investi beaucoup d'années de travail là-dedans. Et puis, à cause de problèmes de santé, j'ai dû me diriger vers autre chose. Mais il m'est resté quand même cette envie de paraître un peu sur les planches, de me montrer, de m'exhiber, de faire entendre ma belle voix. Attendez, vous avez un accent du Midi, mais ça on expliquera pourquoi. Vous nous le faites entendre, votre voix? Eh bien, un petit peu, parce que c'est toi, hein, que c'est une copain. Hein. Oui, nous sommes copains, on se dit vous, on se force un peu, mais vous nous faites waouh. Comment waouh? Non, mais c'est pas un truc. Comment? Non, mais une boélée, quoi, à l'opéra. Ah, qu'est-ce que je pourrais dire? Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. Peut-être que vous avez bien fait d'arrêter. Oui. Merci. On sait pas, hein. Non, j'en sais rien, vous étiez pas chauffé. Je rigole, Claude de Sarzan. On est là dans ce hall d'entrée. Il y a un tableau que j'ai déjà vu une fois chez vous. Vous êtes naturopathe, énergéticien, plein de choses. Vous avez touché à toutes les thérapies et vous consultez. Ce tableau, je suis pas venu le voir en tant que patient, je l'ai déjà vu et il est sublime. Et je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est un clé et en même temps un Klimt. Oui, c'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. Et il est d'un auteur persan, enfin plutôt iranien, qui s'appelait Jafar Roubakch, qui était professeur aux Beaux-Arts de Téhéran. Pourquoi était? Et il est décédé. Il est décédé il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'était un homme assez admirable qui était probablement dans la ligne soufie. Donc les musulmans, mais ouverts à la réincarnation, à toutes ces choses-là. Et il a utilisé, on peut voir dans cet tableau, encore des anciens, paraît-il, des anciens caractères persans. Ouais, c'est très beau. C'est fait peut-être au feutre, etc. Il y a de l'or, du verre et tout ça. Une belle composition, très dans le carré, mais alors un tableau rectangulaire qui a une allure extraordinaire. Mais je suis d'accord avec vous. Vous me guidez où? Vers la salle de consultation? Non. La salle de consultation, mais oui. Mais montrez-moi quand même, parce que on va parler 2 minutes quand même de ce que vous avez fait. Waouh! Alors, veuillez éviter de vous parfumer avant les consultations. Merci. Merci d'éteindre votre portable. Alors, il y a quand même plein de choses qui sont écrites. Et puis, il y a un divan. Alors, vous êtes psy, vous êtes naturopathe, vous êtes énergéticien, vous êtes tout, vous avez tout testé. Quand même pas tout, non, pas encore. Mais il est vrai que... Vous avez quel âge? J'ai 71 ans et demi. Et vous n'avez pas tout testé? Et j'ai pas tout essayé, je suis loin. Non, c'est pour ça que je pense qu'il faut plusieurs vies pour vraiment tout essayer.
Et mon métier consiste en effet, d'abord c'était la naturopathie, donc les méthodes naturelles, les massages, les plantes, etc. New Age. Oui, tout à fait. Alternative, parallèle, on a tout entendu, hein. Alternative, parallèle, New Age. Maintenant, on est complémentaires. Ça, c'est quand même plus agréable. Et alors, donc, il y a 35 ans de ça, hein, j'ai commencé il y a très longtemps, la naturopathie, et puis je me suis rendu compte que assez rapidement, je passais à côté des problèmes importants comme les problèmes psychologiques, problèmes émotionnels, problèmes relationnels, existentiels, que ma clientèle avait besoin d'être aidée sur ce plan-là. Je me suis intéressé à des voies de sagesse avec des gens comme Arnaud et Denise Desjardins, qui étaient des chantres de la sagesse en France. Les Indiens aussi. Des Indiens aussi, des rencontres avec Wallace Balkelk aussi, avec voilà des gens comme ça, des philosophes, des amis, puis des gens que j'ai retrouvés sur mon chemin et qui m'ont éveillé à tout cela. Et puis j'ai, comme le maître des Desjardins utilisait une technique de régression mémorielle dans le passé, qu'il avait nommé des lying, de tout lie, être allongé, je me suis intéressé à cette méthode. Je n'ai pas étudié avec eux, mais suite à leurs écrits, j'ai essayé de faire un peu la même chose. Quoi, c'est du Freud du pauvre, c'est-à-dire en quelque chose. Ah non, attendez, c'est pas du tout une insulte, mais c'est le Freud naturopathe, c'est le mec qui allonge les gens et puis il régresse et puis voilà, c'est un peu comme tout le monde, mais un mélange avec des plantes et puis de l'énergie. Oui. Attendez, je fais une caricature, mais on est d'accord, mais je suis obligé. Alors, là, il n'est pas nécessaire de mettre des plantes. C'est tout simple. Par contre, je mets de la musique. Hein. Je travaille en musique, en fond sonore. Et puis ensuite, j'ai une technique, en effet, qui pourrait s'apparenter à l'hypnose pour faire vivre aux personnes des états modifiés de conscience durant lesquels ils vont être en contact avec eux-mêmes, avec leur mémoire, mais aussi avec des énergies de guérison, avec de vivre des états qui vont leur permettre de toucher un peu pas au surnaturel, non, mais à des contacts un peu étranges, comme des contacts avec de l'invisible, avec des guides spirituels ou avec des êtres défunts ou des animaux défunts, par exemple. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans votre livre, parce qu'on en parlera évidemment beaucoup dans cette émission, Claude de Sarzan, c'est qu'il y a des gens qui régressent mémoriellement à un tel degré qu'ils se souviennent avoir été pendus sur une place du village au XIIIe siècle. C'est cela, oui. Alors voilà, c'est ce qu'ils nous racontent, mais pour moi, c'est pas simplement ce qui me raconte ne me suffit pas. Ce qui est important pour eux, c'est de vivre des sensations et des émotions qui correspondent à leur vécu. C'est ce qui va les aider à se libérer de ce blocage aussi, de certains blocages, et qui peut provoquer, par exemple, des comportements, des attitudes ou des peurs encore dans cette vie. Ça paraît un peu fou, mais vous savez, quand on parle de régression mémorielle, bien sûr, on pense souvent aux vies antérieures. Mais les grands blocages sont situés dans cette vie. Hein, les plus grands, 80% sont dans cette vie, dans l'enfance, la naissance, la vie fœtale. L'essentiel de vos patients, c'est des gens angoissés par notre civilisation, angoissés, oppressés, je dirais dans le pressoir insupportable de la vie actuelle frénétique. Oui. En effet, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi des gens angoissés, des gens qui ont des problèmes physiques aussi, des problèmes relationnels, existentiels. Mais il est vrai, ce que vous dites est exact. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a des burn-out, il y a des deuils aussi qui ne sont pas faits. Et ces techniques s'adressent à des gens comme ça. Mais j'ai une clientèle assez variée de patients. J'ai perdu un peu le fil de votre question. Mais des patients qui ont 25 ans, 50 ans, voilà. Qui ont quel âge? C'est des gens modernes aujourd'hui qui vivent à la banque et qui sont normaux et qu'on voit dans le métro? Oui. Alors tout à fait. Il y a peut-être même ces adultes amènent leurs enfants aussi. Il y a des jeunes enfants qui peuvent venir chez moi. Oui, ce sont des gens modernes aussi. Mais qui recherchent autre chose et qui se sont ouverts à ce qu'on a appelé peut-être du développement personnel, mais aussi de toutes ces méthodes énergétiques, ces méthodes en somme qui nous permettaient de retrouver une santé avec des moyens simples, sans médicaments si possible aussi, et qui n'ont pas envie peut-être d'aller voir justement un psy. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent plutôt voir quelqu'un comme nous. Grand paradoxe, Claude de Sarzan, quand on lit votre livre « Un homme au cœur de femme », c'est que vous avez testé toutes les thérapies possibles, parallèles, etc., avant, depuis 30 ans, etc. Vous aviez une santé fragile, un cœur qui vous est... vous nous raconterez ce qui vous est, mais surtout, aujourd'hui, dans votre cœur, j'aimerais poser, il est où votre cœur? Je sais jamais de quel côté. Il est là? Ah oui, à gauche, mais pour moi, j'y pense pas. On va l'écouter?
On l'entend pas. On n'entend pas. Hein. Non, j'ai plus de cœur. Hein. Non, c'est plus le vôtre, mais c'est celui d'un autre, et notamment d'une autre. Ça a changé votre vie, mais votre conception de naturopathe aussi, que de rentrer dans la médecine très officielle, celle des traitements anti-rejet, immuno, machin, etc. C'est un paradoxe extraordinaire. Vous soignez softement et doucement, alors que vous avez été sauvagement attaqué et que vous utilisez dans votre corps et dans votre cœur la vie de quelqu'un d'autre pour exister. Oui. C'est exact. Et c'est pas la naturopathie qui aurait pu faire ça. Absolument pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été braqué contre le corps médical, ou les méthodes modernes, ou la médecine, ou la chirurgie. Peut-être dans le tout début de quand j'ai découvert la naturopathie, bien sûr, les 2 premières ou 3 premières années, je me suis dit, oh là là, on va pouvoir éviter la souffrance, la douleur, je vais vivre longtemps sans problème, etc. Et c'est vrai que ça a marché pendant un certain temps. Pendant 25 ans, je n'ai plus pris d'antibiotiques, alors que avant, je n'arrêtais pas. C'est un peu comme on mettrait une crème de jour pour être un petit peu frais. Non, mais oui, mais c'est un peu léger, quoi. Pour un problème léger, sujet ou solution légère. Oui, si on veut. Mais je reviens à au fait que, pour moi, très vite, je me suis rendu compte que tout était complémentaire et qu'on avait tous besoin des autres. J'ai vu les limites très vite en naturopathie que je pouvais atteindre avec mes patients. Donc, j'ai dit, OK, on se fait pas à la grosse tête, on joue pas au petit docteur, laissons la place au psy, laissons la place au chirurgien, laissons la place au... D'ailleurs, ils l'ont, hein, et qu'ils la gardent. Et puis, voyons ce que nous pouvons apporter de notre côté, ou ce que je peux apporter de ce côté-là. Ce qui fait que j'étais, en somme, comme une espèce de tremplin, j'étais tout prêt à tomber dans la bassine de la chirurgie et de la médecine. Ça n'a pas été un problème pour moi. Et parce que c'était urgent, parce qu'il fallait, dans l'immédiat, sauver votre existence. En plus. Alors c'est vrai que je me suis fait un peu, tirer l'oreille. Hein. Je me suis fait prier pour entrer, par exemple, pour rester sur la liste d'attente. Quand j'étais sur la liste d'attente, je pense que vous l'avez lu dans le livre. Ah, vous le racontez très bien. Vous êtes un patient pas tout à fait modèle au départ, non. Mais vous le devenez. Oui, voilà. Et je l'ai été très vite. Mais il fallait que j'essaye encore mes trucs naturels. Si j'arrivais à sauver mon cœur d'une manière naturelle, qu'est-ce que ça aurait été extraordinaire. Alors, au fond de moi, il y avait quelqu'un qui disait, mais tu vas pas, c'est pas possible, ça va pas marcher avec la nature. Mais il y avait quand même un petit espoir aussi. Et en effet, ça n'a pas fonctionné. Donc, 6 mois après, je revenais sur la liste d'attente. Et c'est là que j'ai vraiment eu l'attente de ce nouveau cœur. On va rencontrer un homme au caractère extrêmement difficile dans le milieu de la chanson. Il s'appelle Jean-Louis Murat, Les Rouges Souliers. Mais pour moi, je ne savais pas au début dans quelles conditions le décès avait eu lieu de cette personne. Et puis, j'ai pas éprouvé le besoin d'aller chercher dans les journaux, parce que j'ai pas pensé à un accident. Je sais pas, je pensais pas, en somme. Par contre, quand j'avais très envie de contacter la famille et comme pour les remercier, puis leur dire que cette mort avait été utile, quoi, parce qu'il n'y avait pas que moi, probablement que cette personne a pu faire bénéficier de ses poumons, de son foie, de ses reins aussi. On sauve plusieurs personnes dans la transplantation. Et alors, j'ai tenté le coup on peut écrire une lettre anonyme qui sera transmise par l'organisme transplant à la famille du donneur. Et c'est ce que j'ai fait, puis j'ai quand même tenté le coup en disant, si jamais vous voulez qu'on se rencontre, je serais très content. Puis j'ai mis mon nom en bas, tout ça, puis je me suis fait taper sur les doigts par le CHUV qui m'a dit, non, ça se fait pas. Et le vilain vous contrevenait. Voilà. Alors j'ai dit, je me la coince. J'ai fait une lettre toute propre, toute lisse, sans mes coordonnées, avec mes remerciements. Et puis après, je me suis dit, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, je saurais rien. Et j'ai lâché. Encore une fois, comme j'apprends à lâcher prise depuis un long moment, j'ai lâché, j'ai dit, il arrivera ce qu'il arrivera, si je dois savoir, je saurai. Et puis quand même, j'ai su. Quelque temps plus tard, j'en parle. On y viendra si vous êtes d'accord, Claude de Sarzan. Quand bien même, on n'y viendra pas, parce que dans le fond, c'est l'objet de votre livre. Et votre livre, vous faites allusion notamment à votre enfance, un petit peu de garçon fragile, etc., qui va chanter à Paris, qui essaye de faire une carrière, etc. Donc, vous naissez à Marseille, quasiment. Vous naissez à Marseille, je crois. Mais vous êtes un Suisse de Marseille. Un Suisse de l'étranger, oui. Mes grands-parents, du côté paternel, étaient suisses. C'était d'Orbe et de Lucy-sur-Morge. Puis du côté italien, du côté de ma mère, était italien.
Mais je suis né en France, oui. Alors, c'est pour ça qu'on entend votre accent, qui est d'ailleurs gommé un tout petit peu, mais vraiment relativement trop peu, pour que ce soit charmant, mais ça l'est déjà un peu. Vous avez... Hein? Vous êtes charmant. Oui. Ah oui, moi je suis absolument délicat, surtout avec les gens qui ont fait du cœur. Et là, cette enfance, vous souffrez quand même relativement pas mal, et dans le fond, toute votre vie, aujourd'hui, la souffrance des autres, oui. C'est la souffrance d'être obligé de se traiter contre le rejet d'un organe qui nous a été greffé, et puis la souffrance des autres. C'est quoi la souffrance pour vous, Claude de Sarvan? Alors la première pensée qui me vient quand vous prononcez ce mot, ça a l'air d'être hélas, un mal nécessaire, peut-être pour avancer. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop m'entendre dire ça, parce que tout de suite, on peut, je pense aussi au dolorisme, vous savez. Ah, la souffrance, les saints, etc., les martyrs et compagnie. Et c'est vrai que là, c'est une voie que j'entreprends pas, et qui me tente absolument pas. Qui est celle de votre mère, et d'ailleurs, des croyants tout autour de vous à Marseille. Oui, voilà, du côté de ma mère, oui, c'est assez ça. Mais, la souffrance, c'est un peu l'horreur. Et puis en même temps, c'est peut-être le palier, l'escalier qui nous fait nous élever aussi. Vous savez, j'ai été attiré par la naturopathie parce que le premier professeur que j'ai eu, Pierre Marchessault, disait voilà, il est possible de vivre sans souffrance, de ne plus être jamais malade. Alors comme je l'étais un peu, je me suis intéressé à la naturopathie pour me soigner moi-même d'abord. C'est ça qui m'a intéressé en premier. Et puis, quelque temps plus tard, 2 années plus tard, je lis d'Arnaud Desjardins, il est possible de ne plus souffrir. Bouddha en avait parlé pas mal aussi. Il y a des chemins qui nous permettent d'être au-delà de la souffrance. Alors vous pensez bien que je me suis jeté sur tous les bouquins. J'ai dit, ça a marché avec la naturopathie pour le corps, peut-être que pour ma souffrance morale, ça va marcher aussi. Alors, écoutez, non, je me suis rendu compte que les deux étaient limités, en tout cas ce qui me concerne, que je suis loin d'être un libéré vivant, au-delà de la souffrance, il y a beaucoup de travail, mais ce que j'ai appris à travers et la naturopathie et les chemins de sagesse, c'est à me gérer mieux. Voilà, c'est une meilleure gestion de moi, avec des outils, en somme, oui, des ustensiles, des outils. Je fais ma petite cuisine intérieure, comme j'en parle dans le bouquin. Je me traite au niveau émotionnel, je me traite au niveau énergétique, au niveau de l'hygiène de vie. Et puis, quand je suis désespéré, eh bien, je me traite au niveau du désespoir. Donc, j'ai des outils pour me gérer. Et ce que j'ai essayé de faire avec ma clientèle, c'est de leur communiquer ces outils. Un détour du côté de la route, à l'extérieur, avant de se retrouver dans Intérieur. Infotrafic RTS. La route cantonale Bossonance-Jonny est fermée dans les deux sens entre Attalance et Jonny suite à un accident. Intérieur, dis-moi ton antre, je te dirai qui tu es. Avec Claude de Sarvan dans son salon, pour nous parler de ce cœur greffé, ce cœur de femme, dans son corps, dans son coffre. Ça fait 10 ans. Il n'y a pas que du bonheur. C'est bien joli tout ça, mais vous êtes médicamenté jusqu'aux yeux. C'est encore aujourd'hui une bataille incroyable pour trouver les bons dosages, pour que votre corps ne refuse pas le cœur de cette dame. Oui, c'est cela. Alors, on est arrivé quand même à une stabilisation au niveau des dosages. Au niveau des dosages, ça se passe assez bien. Là où se sont situés les problèmes, c'est au bout de quelques années, c'est l'intolérance à la cyclosporine, donc c'est un immunosuppresseur qui fait pas mal de dégâts au niveau des reins. Et là, probablement, si je n'avais pas pu bénéficier d'un nouveau médicament, je serais peut-être en dialyse à l'heure actuelle, ou Dieu sait où. Et là, j'ai pu bénéficier de ce médicament qui me permet de vivre assez bien, avec quelques effets secondaires, ça, on ne peut pas les éviter. Et puis, il y a bien sûr que les débuts sont assez difficiles. Il y a toute une réadaptation, il y a les réglages, comme vous le disiez. Il y aurait une foule d'inconvénients, évidemment, à relater. Mais je vous parlerai surtout des deux. Donc, un des premiers, c'était l'adaptation aux nouveaux médicaments. Et puis, je crois que c'est une bêtise ou un rêve de ma part d'il y a 3 ans, c'est d'avoir provoqué probablement un rejet par une prise insuffisante de médicaments. Je me suis mis à rêver
de ne plus prendre de médicaments. Le rêve du naturopathe éveillé. Et voilà, encouragé par un médecin, le docteur Cabrol, le chef, le spécialiste qui a écrit Il est vivant encore ? Oui, il est vivant encore. Et qui a écrit un bouquin concernant les greffes du cœur, où il disait que souvent il s'était rendu compte que au bout d'un certain temps, il valait mieux supprimer les immunosuppresseurs, donc chez les greffes du cœur et chez les greffes du rein, et qui se portaient mieux après, et que c'était plus indispensable. Il y avait une espèce on appelait ça le chimérisme, une espèce d'accord entre l'organe et l'organisme du patient. Et je me suis pris à rêver. Je me suis dit, mais pourquoi ça marcherait pas avec le cœur ? J'en ai parlé à mon cardiologue, il m'a dit oui, ça m'aurait intéressé d'étudier la question, etc. Et puis, je pense que j'ai commencé à rêver. Et il m'a dit, écoutez, en automne, c'était l'été, on verra ça, on regardera ça, puis peut-être que je vous donnerai des petites doses de cortisone et qu'on pourra diminuer le médicament. Et j'ai commencé à diminuer, je pense, inconsciemment, je me souviens plus exactement de cette période, et j'ai fait un rejet. Et là, c'est catastrophique, parce que vous vous en sortez pas. Heureusement qu'avec la cortisone, les grosses doses de cortisone, on peut s'en sortir. Et c'est ce qui m'est arrivé. Vous vous sentez toujours en danger, c'est-à-dire que vous êtes toujours le petit enfant malingre, difficile, malade, et avec ce cœur de femme pas encore blindé pour la vie future à 70 ans ? Oui, il y a de ça. Alors, j'y pense pas tout le temps. Dans la plupart du temps, je me sens assez bien et assez fort et assez confiant. Et puis de temps en temps, quand il y a bien sûr une alarme. C'est souvent, vous êtes à l'écoute. Oui, je suis à l'écoute. Mais je dois dire que ces derniers temps, ça va pas si mal. Cette année, j'ai pas à me plaindre. Je trouve que c'est une bonne année. J'espère que ça va continuer. Alors j'ai eu d'autres bobos. J'ai eu une diverticulite, des problèmes intestinaux. Je me suis cassé une vertèbre en faisant une posture de yoga. C'est pas très conseillé à mon âge aussi. Mais voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le cœur, ça. Alors je dirais que j'ai plutôt une bonne période. Depuis quelque temps, je vais plutôt mieux. Alors, je vais vous dire, moi je suis naturopathe, mais alors super nature et surtout opathe. Et je vais vous dire qu'il y a une chose extraordinaire dans la vie, c'est d'écrire un livre. N'est-il pas aussi, en quelque sorte, de faire l'aveu de ses faiblesses, de ses difficultés, de sa naissance, de se raconter soi-même au grand public, Claude de Sarzan, un homme au cœur de femme, en racontant cette histoire aux éditions Fabre, c'est pas finalement une thérapie nouvelle qui est quelque chose qui vous a aidé? Oui, tout à fait. Ça me fait un bien fou. Ça m'a aidé, ça m'aide, ça continue de m'aider, et là j'en parle encore très, très, très volontiers, très facilement. Et puis surtout, ce que j'espère, c'est que ça aidera les autres aussi à se payer le luxe d'être eux-mêmes, j'ai envie de dire. Vous voyez, je me suis payé le luxe d'être moi-même dans ce livre. Bon, je le faisais déjà sans le livre, mais là, encore un peu plus, parce que, ça c'est un petit peu plus. Et c'est un bonheur extrême que de pouvoir aussi avancer sans peur, avec moins de peur, et d'oser s'assumer tel qu'on est. J'admirais Coluche il me semblait qu'il avait plus peur, il connaissait plus la peur. Peut-être dans un sens, c'est une forme de sagesse, quand on parle de dépasser la peur. Il osait tout, quoi. Ça lui faisait rien. Il s'en foutait. Et je trouve que ça, c'est... Et en même temps, c'est garant aussi d'une authenticité extraordinaire. D'une vérité et d'un cœur énorme aussi. Regardez ce qu'il a laissé. Quand on dit cœur, Claude de Sarzan, c'est pas un mot qui doit tomber par hasard dans votre tête. Quand vous entendez cœur, vous pensez à une dame ou à vous? Je pense... Restaurant du cœur. Restaurant du cœur. Ça vous dit quelque chose en plus que pour tous les autres? Je n'ai pas réfléchi à cette question-là. Attendez, il faut que j'y pense. Restaurant du cœur, oui, mais c'est magnifique comme expression. On mange, on se nourrit, puis il y a l'affection derrière, quoi. C'est complet, quoi. C'est le bébé qui a tout, quoi. Il a le sein de maman plus la tendresse, quoi. Voilà quoi je pense. C'est restaurant du cœur, pour moi, c'est ça. Alors, cœur, quand on a un cœur dans sa poitrine dont on sait que c'est celui d'une femme, parce que si, Dieu merci, il n'y a pas de contre-indication, c'est en tout cas pas une contre-indication sexuelle, c'est qu'une contre-indication qui peut être de sang, de résus, on est d'accord. Surtout de groupe sanguin. Oui, c'est ça. Et bien, là, en l'occurrence, ressentez-vous quelque chose de différent avec un cœur d'une femme? Parce que le cœur symbolique vraiment extraordinaire depuis des millénaires, qui est le centre de la pensée et de l'affection.
on sait que ça ne l'est pas, que c'est une pompe, non. c'est un machin mécanique, et basta. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on ressent quelque chose de différent quand on a un cœur de femme dans son thorax? Personnellement, absolument pas. Absolument pas. Je ne peux pas dire, non, je n'ai vu aucune différence, sauf que ce cœur de femme est un peu plus faible que mon ancien cœur lorsqu'il allait bien. Hein. Je n'ai pas retrouvé les capacités. Il était foutu, votre cœur. Oh, mais attendez, je dis lorsqu'il allait bien. Avant la maladie, j'avais un super cœur, apparemment. Hein. Non, il péclotait déjà assez vite. Péclotait, mais il m'empêchait pas de faire de la course, de faire des... non, j'étais pas essoufflé. Il marchait assez bien. Hein. Je pouvais monter. À ce point, quand même? Ah oui, tout à fait. Non, ça s'est dégradé 2 ans avant la greffe. Ah, d'accord. Vraiment 2 ans avant, oui. J'avais quelques symptômes, mais qui me gênaient pas. Avant, j'avais des extrasystoles, par exemple, une arythmie cardiaque, mais qui ne me gênait pas. Voilà. Alors, non, femme, pour moi, franchement, je n'ai pas vu de différence, contrairement à ce que certains voient avec la mémoire cellulaire, par exemple. Il y a des cas, on parle de mémoire cellulaire, on peut se retrouver avec des comportements, avec des manières, avec un héritage du donneur, hein. Mais c'est un cas, c'est pas fréquent, je crois que c'est 1 fois sur 10, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, il y a des études qui ont été faites aussi, je pense que ça existe, oui. Claude de Sarzan, vous pensez à cette femme tous les jours, souvent ou quand? Oui, souvent. Oui, je crois que je peux dire que j'y pense tous les jours, oui. Oui, j'y pense tous les jours, mais d'une bonne manière, hein. Bien sûr, c'est ma copine de dedans, quoi. Voilà, et puis d'autant plus que j'ai appris que dans sa vie, elle exerçait un métier qui était très proche du mien, parce qu'elle était nurse et aussi naturopathe. On ne dira pas davantage, il faut lire le livre. Et ce livre est vraiment très très beau. Vous faites une digression sur votre enfance. Vous aviez envie peut-être de ne pas essouffler le lecteur, pour ne pas le gonfler par vos douleurs, votre dolorisme. J'ai compris tout. Vous avez tout compris. Voilà. Je vois que vous êtes en état de bénédiction pour moi. Oh, je suis compris, je suis entendu, je suis compris. Oui, c'est ça. Vous aviez peur de gonfler le monde avec vos maladies parce que vous entendez ça dans votre cabinet de thérapie tous les jours. Mais c'est surtout, moi ça va, je suis payé pour ça. Mais le lecteur qui paye le livre. Mais ça... Donc, et lire ce bouquin où ça commence déjà très tôt, à aller très mal, à aller pas bien en tout cas, et que ça s'aggrave de plus en plus, oh là là, je me suis dit, mais qui va lire ça? D'ailleurs, je crois que Les adeptes de Dracula. Alors, j'avais fait un test, j'avais passé un copain, il m'a dit, oh là là, ça m'a foutu le moral à zéro ton truc. Alors donc, j'étais pas très encouragé. Je pensais pas pour finir de sortir ou même le publier. À un moment, j'ai mis dans un tiroir, puis j'ai laissé passer 1 année. Alors, on y reviendra. Il y a aussi cette extraordinaire préface d'Alexandre Jolien qui comprend, qui est en empathie totalement avec vous, et qui lance le livre. Ça, j'imagine, excusez-moi, c'est un coup de cœur. Ah, c'est vraiment un cadeau. Un cadeau, je pense que j'ai rencontré comme ça dans ma vie des phares, j'ai eu des êtres. Hein. Je parlais d'Arnaud Desjardins tout à l'heure, il y en a eu d'autres. Et je pense que Alexandre, voilà, c'est comme s'il me mettait un peu dans sa roue. Vous savez, c'est qu'on appelle ça dans la course cycliste, je sais pas comment on appelle. Alors, je suis pas un spécialiste du sport. Je convoque Pierre Mercier et sa mémoire, mais écoutez, on va écouter Que je t'aime, la chanson de Johnny, mais par une autre version, celle de Camille, la jolie française. Eh ben, c'est une belle chanson finalement. On s'en rend compte. Que je t'aime, et c'est tout ça avec le cœur. Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur.
bien quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chat, mais que tu deviens chien, et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes liens. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on m'a fait l'amour comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd. Que je t'aime, 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 que je C'était Camille, Que je t'aime, la chanson appropriée et prise dans le cœur d'un homme par une femme. Et là, en l'occurrence, avec Claude de Sarzan, on parle de l'inverse. L'homme au cœur de femme. Évidemment, à un certain moment, lorsqu'on a été bénéficiaire d'un tel cadeau du ciel, 10 années de plus dans la vie, peut-être encore 20 de plus, sur le dos, la mort de quelqu'un, oui, ou en tout cas en partage, on a envie de dire le don d'organes, c'est nécessaire. Et dans l'émission précédente, Danny Walker a perdu son fils 5 jours avant ses 20 ans. Et il dit, après son coma et la perte de ce fils, « Mon fils vit partout, on lui a tout prélevé, j'ai tout donné. » Parce qu'il vit 1000 choses autour de moi, je ne sais pas qui, pourquoi, mais je sais qu'il est vivant grâce à tout ça. Le don d'organes, c'est ça. Et j'imagine qu'on a envie d'être un prosélyte de cette idée. Et vous comprenez, Claude de Sarzan, qu'on refuse dans une famille de donner les organes de... Vraiment, vous le comprenez ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que même après ma greffe et dans l'état de santé que j'avais retrouvé, des personnes très proches de ma famille m'ont dit écoute, c'est extraordinaire de te voir comme ça, mais moi jamais je donnerai mes organes. Mais attendez, mort ? Mort. Mais mort, qu'est-ce qui nous appartient, si ce n'est la poussière ? Et oui, pour moi aussi, ça pose aucun problème. Pour vous, apparemment pas non plus. Mais attendez, mais j'ai même honte de vous donner des trucs qui sont même pas en état de neuf. Mais oui. Et oui, c'est vrai. Non, mais des trucs foutus que j'ai mal utilisés ou je sais pas quoi. On prendra peut-être pas tout. Oui, mais le don d'organes est absolument nécessaire. Hier, c'était la journée du don d'organes pour la Suisse. Votre livre paraissait justement hier matin. Eh bien, Claude de Sarzan, un homme au cœur de femme, don d'organes, leçon de vie, nom de bleu, ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait convaincre par quel argument, que doit-on dire ? Vous allez mourir, donnez. Mais donnez-vous dans votre vie, mais donnez-vous au-delà de votre mort.
Oui, oui. Moi, je pense que le chemin passe par l'information. C'est ce qui est en train de se faire. Peut-être qu'il se fait pas encore assez. Je pense que, personnellement, il me semble que c'est d'en parler, c'est d'encourager les personnes à s'informer sur le sujet aussi. Peut-être de rencontrer des gens greffés, des gens qui ont été donneurs, des familles de donneurs aussi. Quoique, bien sûr, quand ça se passe pas très bien, parce que pas toutes les greffes se sont bien passées, on va vous dire tout de suite, oh mais là, vous vous rendez compte, oui, ça marche pas, etc. Mais il y a des échecs dans la vie, dans tous les domaines. Bien sûr, bien sûr. Et personnellement, moi, je crois que c'est l'exemple qui compte. Je le vois aussi dans ma clientèle, parce que je ferai un peu ce parallèle-là. On me dit, vous savez, c'est super, il faut que j'en parle à mon mari. Votre traitement, c'est merveilleux. Il faut que j'amène mon fils, etc. Mais je lui dis, attendez. Est-ce qu'il s'est rendu compte des progrès qui s'étaient passés chez vous, que si vous êtes mieux, etc. Je sais pas trop, mais oui, mais laissez-lui voir la différence, et peut-être lui, il aura envie. Donc, je parle d'exemple, je pense à l'exemple. Moi, je crois que des gens qui sont contents comme moi du don d'organes devraient se manifester, dès qu'ils le peuvent. Je dis pas devraient, mais quand c'est l'occasion, en tout cas. Témoigner. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire, et de dire que voilà, je suis quand même heureux d'être là, de pouvoir encore fonctionner pratiquement normalement, d'aider les autres aussi, et puis de montrer que c'est une voie. Alors, je pense que un jour peut-être la transplantation n'existera plus, il y aura des cellules souches ou d'autres méthodes, je n'en sais rien, mais on en est là pour l'instant. C'est pas l'idéal, bien sûr que c'est pas l'idéal pour personne, mais autant si nous pouvons, utilisons-le. Je lisais dans le journal encore la semaine passée que tous les 3 jours, une personne en attente meurt par manque d'organes. Voilà. Alors, c'est mieux. Il y a une amélioration depuis quelques années. Il y a des systèmes qui se mettent en place où il y a de plus en plus d'organes disponibles, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, énormément. Alors, voilà, je crois que pour répondre à votre question, écoutez, je sais pas tellement. Moi, j'ai choisi l'option d'en parler, de montrer ce que je fais. À la place d'être mort. Et puis, je dirais, voilà, je fais avec mes moyens à moi. Maintenant, c'est vrai que je sais pas trop autrement. Claude de Sarzan, vous dites quoi de ces 10 années glanées sur l'impossible futur que vous aviez il y a 10 ans? Vous dites quoi? J'en ai fait quelque chose, j'ai été utile à d'autres, ça a été utile qu'à moi? Je l'espère. Quelquefois, dans les moments de faiblesse morale, de plombage, je me dis, oh là là, dans le fond, si j'étais parti, je me soucierais plus beaucoup de tout ça. Et puis, quand je vais bien, je dis, c'est quand même assez génial. Et puis après, c'est vrai que j'en ai profité pour faire des choses quand même. J'ai sorti un CD de musique thérapeutique. J'ai sorti un disque de tango. Il est super. D'ailleurs, vous chantez super bien l'espagnol et l'argentin. C'est un très beau disque qu'on peut chercher et trouver. Claude de Sarzan. C'est quoi le titre du disque? C'est La Fiebre del Tango. Voilà. La fièvre du tango. Qu'on peut télécharger aussi. Et puis, j'ai édité un deuxième livre aussi. Ça, c'est mon 3e, que j'avais écrit en collaboration. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai chanté avec un petit groupe. J'ai monté un petit orchestre de tango avec des amis. Nous produisons. Voilà, j'ai retrouvé une santé qui me permet de faire des balades en montagne. Je suis allé au Brésil découvrir un guérisseur magnifique qui s'appelle João de Deus et qui m'a apporté beaucoup d'énergie aussi. Voilà, quoi, que je trouve que j'ai pas... Et puis oui, j'ai continué à pratiquer, bien sûr, ma profession plus que jamais. Claude de Sarzan, vous prolongez votre propre vie ou vous prolongez la vie de votre donneuse? Bonne question. Terrible. Tout d'un coup, je me la pose, j'ai un vertige. Oui. Eh bien, je me l'étais pas posé comme ça. Je trouve que c'est probablement les deux. C'est un mariage. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans votre vie et dans votre livre, c'est que vous nous expliquez de long en large combien vous avez eu du mal à divorcer de votre femme, la mère de votre fils. Cette femme, vous vous en êtes traumatisé quand vous êtes obligé de la quitter. Et tout d'un coup, dans le destin, je ne veux pas faire naître des larmes dans vos yeux, mais je sens que ça pourrait venir. Mais votre vie, c'est une femme qui vous la donne, et votre femme, la mère de votre fils, meurt. C'est quand même extraordinaire, c'est une parabole. Alors, il y a 2 histoires. Il y a l'histoire de la mère de mon fils, qui était vivante donc au moment de la greffe et qui est morte quelques années après. Il y a une autre histoire qui s'est greffée dessus. C'est une
une relation avec une femme qui n'est pas la mère de mon fils, et avec qui j'ai eu une très belle relation pendant 8 ans, et qui, en somme, a rompu un mois avant la greffe. Oups, ah oui, c'est double. Il y a l'aorte gauche et l'aorte droite. Voilà. Et là, en effet, c'est le cœur dans tous ses états. Alors la vie, elle est prolongée en vous ou c'est votre vie qui est prolongée grâce à elle? C'est quelle formule que vous aimeriez adopter? Même s'il faut y réfléchir 1000 ans, vous n'êtes pas obligé d'attendre tout ce temps-là. Non, je pense que sans ce cœur, c'est fini, quoi. Ça s'arrête là. Mais elle vit, elle? Alors elle vit. Non, moi, je pense qu'elle vit sur un autre plan. En effet, j'en parle dans le livre aussi. Je suis allé trouver un médium. Écoutez, c'est une belle histoire qu'il m'a racontée. Je ne sais pas si c'est exact. On peut rien vérifier. Mais nous serions, d'après ce médium, en communication. Nous donnons des informations, et l'un et l'autre, elle d'en haut et moi d'en bas. J'avoue que personnellement, consciemment, je ne reçois rien. Hein, je ne sens rien, je ne connais rien. C'est une explication médiumnique. Ça paraît-il une espèce de noce un peu particulière. Voilà ce que je peux dire. Ah, noce, c'est assez joli. Et puis en même temps, je me disais, ok, elle vous parle, elle doit vous aider, ça c'est sûr. Je pense. Enfin, c'est une belle histoire. En tout cas, si elle le fait, je trouve que oui, j'aime croire ça. Mais en même temps, si c'était pas le cas, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il se soit passé ce qui se soit passé, parce que oui, ça devait être ainsi probablement. C'est accueillir et accepter cela. Claude de Sarzan, vous diriez quoi à ceux qui hésitent de donner, de s'offrir, d'offrir quelque chose d'eux au moment du départ? Parce que ça fait pas mal, il faut bien le dire aussi, qu'on est dans un coma clinique, une mort clinique, etc. Vous diriez quoi? Ah, je leur dirais peut-être, intéressez-vous au sens de la vie, peut-être aux grandes questions. Y a-t-il une vie avant la vie, une vie après la vie? Essayez peut-être de remplir un vide spirituel ou philosophique, hein, ou simplement un vide de sagesse. Et puis d'essayer d'avoir des réponses pour être un peu moins attaché à son apparence physique, pour peut-être imaginer que nous sommes probablement des esprits qui habitons des corps et pas le contraire, et que dans le fond, un corps que nous quittons, c'est comme un vêtement que nous changeons. C'est ma conception. Hein. Alors, c'est tout un cheminement d'arriver à ça, bien sûr, mais intéressons-nous à ça. Lisons, rencontrons des êtres intéressants qui nous parlent de ça. Il y a assez d'ouvrages, de conférences là-dessus, il y a tellement d'écrits, des enseignements de sagesse. Pour moi, c'est une évidence. Hein, c'est une évidence. J'étais donneur d'organes bien avant que je sois greffé. Ça fait plus de 20 ans que je suis donneur. J'avais ma carte de donneur. Pour moi, c'était OK, vous voyez. J'aurais pas eu de problème hein, pour ça. Mais je pense qu'on peut en avoir. Il s'agit de peurs viscérales. Je crois que c'est peut-être les psychologues ou les sages diraient c'est une identification, quoi, tout simplement. On s'identifie à son corps et on pense qu'on est ce corps, alors que nous empruntons notre corps. Merci Claude de Sarzan. Je rappelle le titre de votre livre, Un homme au cœur de femme, avec en sous-titre Don d'organes, leçon de vie, aux éditions Favre, une préface d'Alexandre Jolien. On se quitte sans musique avec l'indicatif de notre émission qui est signé Bovard, un gars que j'aimais beaucoup, qui est parti. Et puis, oui, le tromboniste, bien sûr. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, je vous rappelle aussi que il y a un bonhomme extraordinaire, un Américain, Woody Allen, qui a dit « Je ne sais pas s'il y a un au-delà, mais au cas où, je prends quand même un pyjama. » Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée, merci. Infotrafic, RTS. La route cantonale Bossonance-Jonny a été réouverte. Chouette.